Science en résistance. Le rôle de la médiation scientifique. Une émission radio-anthropocène pour l'Institut universitaire de France. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue et merci d'être avec nous pour cette heure que l'on va consacrer donc à la médiation scientifique et plus particulièrement à la notion de résistance dans la médiation scientifique. Une heure où l'on s'interrogera sur le rôle des scientifiques dans le débat public, accusés tantôt de rester dans leur tour d'ivoire, tantôt de prise de position partisane. Comment parler de science? Comment parler des résultats scientifiques sans les corrompre, les simplifier ou les donner en pâture à la vox populi? Une heure diffusée en direct donc sur le YouTube de l'IUF et qui sera disponible par la suite en podcast sur radio-anthropocène.fr. Donc je suis Florent Fompéry, je suis rédacteur en chef de Radio Anthropocène et je vais vous accompagner pendant une heure aux côtés d'Olivier Givre, Olivier Ferré et Marie-Jeanne Zenetti, tous trois enseignants-chercheurs à l'Université Lumière Lyon 2 et titulaires d'une chaire médiation scientifique à l'Institut universitaire de France. Bonjour à tous les trois. Un plateau radio qui va également accueillir trois témoins pour parler de médiation scientifique et de résistance. Ania Szczepanska, historienne et maîtresse de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Michael Stambolis, politiste et maître de conférences à l'Université Toulouse Jean Jaurès, tous deux membres de l'IUF. Et Isabelle Bonardi, directrice du service médiation scientifique de l'Université de Lyon. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Olivier Givre, pourquoi ce plateau Science en résistance, le rôle de la médiation scientifique ? À l'origine de cette idée, de cette session, il y a cette équipe de membres de l'IUF. On a tous eu la chance d'avoir obtenu ces chaires de médiation scientifique. Donc, on peut rappeler que ces chaires sont au nombre de 10 chaque année, sur 200 chaires en tout, qu'elles existent depuis 2021. Et puis aussi que du côté de l'IUF, il y a d'autres dispositifs comme l'IUF dans le cartable, qui s'occupent de médiation scientifique. Et quand nous avons commencé à échanger avec ce petit groupe de collègues, qui sont tous de l'Université Lumière Lyon 2 d'ailleurs, qui est un établissement qui joue un rôle quand même dans les politiques nationales de sciences avec et pour la société, nous avons décidé que c'était une occasion trop belle pour parler autour de la notion de résistance, du rôle de la médiation scientifique, qui parfois reste un petit peu soit méconnu, soit moins considéré que la recherche fondamentale dans nos métiers. Alors, petite parenthèse, entre-temps, on a découvert que Hendrik Davy, qui est chercheur et homme politique, député, avait publié un livre qui s'appelle précisément « Science en résistance ». Voilà. Donc, alors, on est porté par cet élan et on élabore trois grandes questions qu'on va dérouler. La première, c'est peut-être la plus évidente, c'est comment on parle de résistance en termes de médiation scientifique. La deuxième est un peu plus politique. C'est la question de est-ce que la médiation scientifique peut-elle être aussi une forme de résistance? Et enfin, une question un petit peu plus ironique, un peu plus taquine, c'est peut-on parler de certaines résistances, y compris académiques, à la médiation scientifique, et de quelle nature? Voilà. Alors, un mot concernant le format, puisque on s'est rapidement dit que pour parler de médiation scientifique, il fallait aussi en faire. Et se frotter aussi à un autre aspect, souvent ambigu, de la relation entre science et société, c'est la médiatisation de la recherche. Voilà. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de proposer ce partenariat avec Radio Anthropocène. Eh bien, merci pour cette proposition, Olivier, merci. On va donc, durant une heure, alterner chronique, discussion, entretien et débat autour de ces trois thèmes et commencer par cette première entrée. Comment est abordée la notion de résistance dans la médiation scientifique avec Olivier Ferré et Ania Szczepanska. Science en résistance. Le rôle de la médiation scientifique. Donc un grand merci Ania d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maîtresse de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et réalisatrice. Vos recherches s'inscrivent dans les nouvelles formes d'écriture de l'histoire et interrogent les images filmiques comme source de savoir et d'imaginaire. Votre dernier film, Sous la Terre, sorti en 2025, revient sur l'histoire des premières fouilles archéologiques menées et filmées en 1967 à Auschwitz-Birkenau, près des chambres à gaz, ainsi que des 16 470 objets du quotidien qui ont été réintégrés dans les collections du musée 50 ans plus tard. On est également en compagnie d'Olivier Ferré. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur des universités de littérature et civilisation française du XVIIIe siècle à l'Université Lyon 2. Vous avez décidé de nous proposer un petit billet, Olivier, pour attaquer cet échange. On ne savait pas
Cette phrase qu'on a trop entendue est contraire au projet des Lumières. Résistance à l'obscurantisme, de fait ou entretenu, aux interdits de pensée, également au confort des préjugés, du cela va de soi, ou peut-être pire, du c'est comme ça. Au milieu du XVIIIe siècle, Diderot pouvait assigner à toute encyclopédie utile la fonction de changer la façon commune de penser. Ose savoir, lançait plus tard le philosophe allemand Kant dans une formule qui a fait slogan. C'est dire que la connaissance est émancipatrice. Un dictionnaire comme l'encyclopédie est le fruit d'un projet de transmission d'un état du savoir qui inclut les événements du passé. La démarche qui anime cette société de gens de lettres s'inscrit dans le droit fil d'entreprises antérieures et ultérieures qui ont documenté les événements du passé et dont elle entend construire et entretenir la mémoire, surtout lorsqu'il s'agit d'exactions qui font honte à ce qu'on appelle au XVIIIe siècle l'esprit humain et qui révèlent ce qui sera par la suite qualifié de crime contre l'humanité. 3 siècles plus tard, l'un des enjeux de la recherche scientifique se situe toujours là, et il est indissociablement lié à la médiation qui doit l'accompagner. On sait que les générations se succèdent et que l'oubli ou l'indifférence peut s'installer, surtout si la banalisation est à l'ordre du jour. C'est aujourd'hui que le sursaut et le devoir de résistance doit réunir différentes générations, à commencer par les plus jeunes. Il est plus que jamais nécessaire de le faire pour qu'on ne puisse plus dire ni entendre qu'on ne savait pas. Merci Olivier. Quand on pense à votre sujet de recherche, Ania, la Seconde Guerre mondiale, la déportation, l'extermination, et que l'on y pense à la lumière de notre actualité, est-ce que la phrase qui vous revient, c'est « on ne savait pas » ou est-ce que c'est plutôt « on ne sait plus » ? C'est une très bonne question. Je préciserai simplement que je travaille dans un département d'histoire de l'art et d'archéologie. Donc moi, mon objet de recherche, c'est le cinéma. Ce sont les images filmées, les corpus de films, les sources audiovisuelles. Et le centre de mon travail, c'est de voir comment ces images ont pu nous parvenir ou au contraire être oubliées. Et c'est vrai qu'en travaillant sur l'histoire contemporaine du XXe siècle, plus sur la Pologne, mais aussi sur l'histoire européenne. Ce qui m'intéresse en tant que chercheuse, c'est de découvrir des corpus, d'essayer de voir comment certaines images ont été mobilisées pour alimenter des récits, des manières de raconter l'histoire, le passé, que ce soit la Seconde Guerre mondiale ou l'après-guerre, par exemple, et comment, parce qu'on a oublié ou parce qu'on n'a pas voulu voir certains films, certaines images, eh bien, certains récits ont été mis de côté, oubliés, qu'on a valorisé certains héros de l'histoire pour en invisibiliser d'autres. Et je trouve que les images et les corpus filmiques, cinématographiques, nous permettent ça aussi. Ils sont conservés dans des archives filmiques que j'aime explorer. Et tout à coup m'apercevoir voilà, que ce film-là, comme un petit film scientifique de 67, Archéologia, montre des fouilles archéologiques à Auschwitz-Birkenau, alors qu'on pensait que jamais il n'y avait eu de fouilles à cette période-là. Et tout à coup, grâce à ce film, on s'aperçoit qu'il y avait une manière de parler de la Shoah en Pologne communiste, alors qu'on a pensé que cette période, c'était un sujet totalement tabou. Mais d'ailleurs, comme vous le dites, ce film Sous la Terre, c'est un film pour se souvenir d'un film qui était fait pour se souvenir des camps. Comment ça se fait qu'on l'ait oublié, ce film ? Alors, on ne l'a pas tout à fait oublié. C'est ça qui est intéressant, c'est que les films, ils apparaissent, ils sont montrés, on les montre dans un festival, ils circulent, et puis tout à coup, on ne s'intéresse plus à eux. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'à certains moments de l'histoire, on va se réemparer en quelque sorte d'archives cinématographiques pour reposer des questions. Et c'est vrai qu'en 67, ce film, il a circulé, il n'a pas été censuré, il a été montré, mais simplement dans les années 70, on s'y est plus intéressé. Et aujourd'hui, on s'y réintéresse. Pourquoi ? Parce qu'on s'intéresse à la conservation du site, parce qu'on s'intéresse aussi aux objets, à essayer de raconter l'histoire par la matérialité, par des traces matérielles, et que, évidemment, les témoins disparaissant aussi, le témoignage oral, on passe à une autre phase, à une autre ère, qui est celle peut-être de traces matérielles. Et donc, Archéologia, tout à coup, redevient pour nous intéressant. Et ce que j'ai essayé de faire dans Sous la Terre, c'est de déployer ce court-métrage scientifique, d'essayer de voir comment ça peut être possible. J'ai découvert que c'était une idée de cinéma, c'est-à-dire que c'était pas, l'archéologie contemporaine n'existait pas dans les années 60, on ne fouillait pas dans les camps, on ne fouillait pas des lieux comme des camps de concentration, d'enfermement. Et donc c'était un cinéaste qui a tout à coup appelé l'Institut d'archéologie de Varsovie pour imaginer ça, que l'imaginaire peut être aussi une source de découverte. Et à partir d'Archéologia, je me suis demandé
Quel autre film, à cette époque, avait pu être filmé là-bas ? Pourquoi on y allait ? Pourquoi donc j'ai découvert des films amateurs, par exemple, des films touristiques, des gens qui allaient visiter le site. Et qu'est-ce qu'ils voyaient à cette époque-là, alors que Shoah de Claude Lanzmann n'existait pas, alors que ce mot même de Shoah n'était pas encore inscrit dans les historiographies et dans les récits. Donc à partir d'un petit film de 14 minutes qui m'a servi un peu d'aimant, j'ai retraversé des corpus de films de fiction, des films qui montraient dès les années 60, par exemple, la spoliation, le pillage des déportés. Chose qui nous intéresse aujourd'hui par les questions de restitution, mais qui était déjà présent, latent, je dirais, dans les archives filmiques dès les années 60 en Pologne communiste. À propos de restitution, d'oubli, de mémoire, de souvenirs, je vais vous proposer d'écouter un extrait d'un autre de vos films et on le commentera juste après. Juin 1946. Enfin, le bulletin de notre association est né. Il y a des mois que nous désirons que soit créé ce lien entre nous toutes. Il s'agit de préserver cette fraternité des camps. Il s'agit de maintenir cet esprit de lutte et de résistance qui a été le nôtre. Qu'il subsiste dans la bonne comme dans la mauvaise fortune. Ania, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qu'on vient d'entendre ? C'est peut-être un petit peu énigmatique. On est dans l'après-guerre. C'est un petit film que j'ai réalisé pour le musée de la Contemporaine qui se situe à l'université de Nanterre et qui conserve les archives de l'association l'ADIR, l'association de déportés et internés de la résistance. Donc ce sont des femmes résistantes qui ont été déportées pour cause de résistance à Ravensbrück. Et quand elles sont rentrées en France, elles ont fondé cette association, l'ADIR, et elles ont publié ce bulletin qui s'appelait Voix et Visage. Et dans le premier numéro de ce bulletin Voix et Visage, il y a cette idée justement de maintenir les liens de solidarité. Alors elle parle de fraternité, mais elle parle aussi de leurs camarades sœurs qui ne sont pas revenus. Donc j'interroge en fait dans ces petits films l'idée de solidarité que l'on nomme aujourd'hui sororité, de solidarité entre ces femmes résistantes à Ravensbrück, à partir des objets qu'elles ont rapportés de ces camps. Et comment, par exemple, une chaussette qui a été tricotée pour une autre détenue, comment ces petits objets qui ont été rapportés peuvent nous raconter des faits de résistance à l'intérieur du camp et des faits de solidarité. Lorsque j'étais dans les archives de la Contemporaine et qu'on m'a apporté un sac avec de la terre de Ravensbrück, voilà, c'est des choses qui m'ont marqué et que j'ai voulu interroger. Pourquoi est-ce qu'on va rapporter tout à coup un sac de terre du camp de Ravensbrück ? C'est la mémoire aussi de cette expérience que j'ai essayé d'explorer dans 3 petits films de 3-4 minutes que vous pouvez voir en ligne sur le site de la Contemporaine. Donc, se vêtir, se nourrir et se souvenir. Olivier Ferret, cette notion de sororité rapportée à une dimension historique, je sais que c'est aussi un sujet qui vous travaille et qui travaille vos travaux actuels. Oui, actuellement, donc avec une de mes collègues du CNRS qui s'appelle Anne Verjus, nous sommes en train de travailler sur les Lyonnaises pendant la Révolution française, donc on n'est pas du tout dans la même époque, mais ce qui nous frappe dans les archives qu'on a été nous-mêmes, et ce sont les archives manuscrites, iconographiques, mais surtout manuscrites, que nous explorons, on est sensible justement à ces phénomènes d'entraide entre femmes, en particulier dans un contexte politique de crise qui correspond au moment de la Révolution à Lyon, au siège, et aux liens d'entraide qui se tissent au sein de la société lyonnaise entre des femmes qui peut-être ne se seraient jamais rencontrées en dehors de ces circonstances-là. Donc là, c'est une sorte de résistance qui se coagule en quelque sorte sous la pression des événements, une résistance plus ou moins choisie, mais de fait, et qui donne lieu à ces gestes de solidarité et d'entraide. Ania Szczepanska, vous êtes chercheuse, vous êtes également cinéaste, et donc forcément la question de la forme dans la manière de faire passer vos recherches, c'est au cœur de votre réflexion. Et cela, a priori, ça vous interroge également sur la manière dont ces différentes formes produisent des nouveaux savoirs. Comment est-ce que vous abordez cette dialectique entre justement médiation et production de savoir ? Alors,
Dès le début de mes recherches, je travaillais sur les sociétés communistes et en faisant une thèse sur le cinéma polonais, j'ai eu cette envie de faire un film. Et comme c'était à l'époque où le cinéma, le fait de faire un film en tant que chercheuse n'allait pas du tout de soi. On s'en souvient peut-être pas, mais c'était il y a une quinzaine d'années, encore dire qu'on fait un film sur son sujet de recherche. Les réactions étaient diverses, c'est-à-dire que c'était peut-être de la transmission de savoir, mais on ne créait pas en quelque chose. Et moi, en travaillant sur des films, ça allait de soi qu'il fallait voir, ressentir, entendre, évidemment, puisqu'un film, c'est des sons, c'est des sensations, c'est des choses qui passent par le non-verbal. Et donc, tout mon travail depuis 15 ans en tant que chercheuse, je n'ai pas une chaire de médiation. Pour moi, c'est aussi de la recherche fondamentale, comme l'est la médiation. C'est-à-dire, on se parle beaucoup avec Olivier Givre là-dessus, comment, en cherchant des nouvelles formes, on change les perspectives, on exhume des questions, on donne forme à des questions qui n'étaient pas possibles dans des formes antérieures, et notamment en ce qui me concerne, par le visuel, par l'auditif, et que ce soit par la musique, par les corps, par l'incarnation, finalement, que permet le cinéma. Et que permet aussi la remobilisation d'extraits que l'on va tisser ensemble, interrogés par un commentaire ou pas, tissés avec des entretiens ou pas. Tout ça, c'est une question aussi de forme esthétique qui tout à coup fait surgir des interrogations, des inquiétudes, des choses que l'on n'avait pas vues parce que cette forme n'existait pas. Ania Szczepanska, Olivier Ferré, un grand merci à tous les deux. Olivier Ferré, on vous retrouve en 2027 avec une double exposition donc en préparation aux Archives municipales de Lyon et à la Bibliothèque municipale de Lyon sur les Lyonnaises en Révolution. Vous venez d'en parler en collaboration donc avec Anne Verjus, ainsi qu'avec un ouvrage sur le même sujet. Ania, où est-ce qu'on peut retrouver Sous la Terre qui, il faut le dire, vient de recevoir le prix de l'originalité au Festival de films archéologiques d'Athènes. Donc déjà, félicitations. Et donc, où est-ce qu'on peut retrouver le film ? Alors, le film, il a été diffusé sur Histoire TV, qui est une petite chaîne du câble, mais qui produit beaucoup de films documentaires en lien avec l'histoire. Il tourne pour l'instant en festival, donc il n'est pas en ligne. Mais par contre, un nouveau travail que je mène, c'est sur les images d'archives et l'IA, qui va être... qui est un film sur la manière dont l'IA génère des nouvelles images d'archives, évidemment la manière dont on peut nous les critiquer en tant qu'historien de l'image, et ça sera visible à Francfort, au musée de la Schirnkunsthalle. Merci à tous les deux. Science en résistance, le rôle de la médiation scientifique. Michael Stambolis, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc sociologue, maître de conférences en études états-uniennes à l'Université de Toulouse Jean Jaurès, membre junior de l'Institut universitaire de France. Et donc vos recherches, elles portent sur le rôle des experts dans les débats politiques controversés en France et aux États-Unis, dont le mariage entre couples de même sexe, l'avortement et le changement climatique. Et on retrouve également Olivier Givre à nos côtés, qui souhaite nous faire écouter un extrait sonore pour commencer cet entretien. Vous avez une coalition d'intérêts différents, politiques, économiques, qui vont jouer des peurs, qui vont construire un discours pour retarder la mise en œuvre des solutions de décarbonation. Et donc, ils vont s'adresser à des publics qui, en toute légitimité, ont des doutes, ont des questions, et elles sont vraiment légitimes, ces questions, parce que effectivement, comprendre la différence météo-climat, comprendre que ce qui se passe aujourd'hui, ça pouvait pas se passer avant, c'est difficile. Et donc, vous avez une construction pensée. Et ça, c'est important de le dire, ça a vraiment été pensé, ça a été construit pour justement, un peu comme ce qui a été fait pour le tabac, voilà, pour essayer justement de bloquer ces changements et de ne pas engager les transformations. Olivier Givre, vous nous avez proposé de commencer donc cette seconde partie autour de la médiation scientifique comme forme de résistance par un extrait de l'entretien entre la géographe Magali Reguetzazit et l'animateur de la matinale de France Culture Guillaume Erner le 28 mai dernier. Pourquoi ? Bien, parce que d'abord, c'est une parole de chercheuse dans l'actualité la plus brûlante. Rappelons que c'est la semaine passée. La France est en plein dôme de chaleur et Guillaume Erner lui demande tout simplement ce qu'elle pense des attaques climato-sceptiques contre la recherche. Et au-delà de sa réponse à ce thème spécifique et aussi de son expertise, moi j'ai entendu deux choses. Tout d'abord, elle explique que ce qui est en jeu ici, c'est une sorte de relation complexe entre résistance
à la science et résistance de la science, qui marchent un petit peu ensemble. Ça m'a intrigué. Et ensuite, c'est aussi le cadre et le dispositif, parce que moi, je pense que c'est un média de grande écoute, et c'est ça qui lui permet aussi de parvenir à cette échelle méta, qui s'adresse, qui va au-delà de la communauté scientifique, mais aussi comme si c'était par, finalement, cette forme de médiation et de médiatisation que la recherche parvenait à problématiser son rôle social et ses enjeux politiques. Donc cet exemple nous incite à dépasser, voire à inverser les conceptions classiques et pour tout dire parfois un peu paresseuses de la médiation scientifique. Pour moi, il ne s'agit plus seulement de valoriser, diffuser le savoir, de le démocratiser sans le transformer, ou alors de le vulgariser pour éduquer les masses, mais il s'agit de le mettre à l'épreuve, il s'agit de le mettre en friction avec les mondes sociaux et aujourd'hui en résistance avec les forces qui le menacent. Et ces frictions et ces résistances, elles proviennent aussi de contradictions. Je vais essayer de les pointer. Alors d'une part, et c'est ce qu'explique Magali Reguezazit, à rebours d'un supposé désintérêt pour la connaissance, la recherche, l'enseignement supérieur font l'objet d'un intérêt public très important. On attend des réponses à toutes ces crises qui sont multiples, qui sont entrecroisées, entre la folie géopolitique actuelle, les menaces sur les milieux et donc sur les sociétés, la question incontournable aujourd'hui des injustices, des inégalités, et puis les mutations profondes des rapports à la connaissance à l'heure de l'intelligence artificielle. Et d'autre part, moi ce que j'entends, c'est que, et en écho direct à ce qui précède, la recherche et l'enseignement supérieur font l'objet d'attaques d'une ampleur inédite, et qui non seulement les questionnent, ça c'est légitime, mais de manière beaucoup plus grave, vise à les mettre en doute et à mettre en doute leur raison d'être fondamentale, les décrédibiliser, ce qui veut dire saper la confiance que l'on peut placer en elles, les fragiliser afin de les priver de leur autonomie critique, et puis, pire encore, les soumettre à des causes idéologiques, voire, disons-le, à des intérêts privés, dont le pouvoir dépasse aujourd'hui toute mesure. Mais à bien y réfléchir, cette tension entre robustesse et fragilité, est-ce que ce ne serait pas à la fois le paradoxe, mais aussi la valeur de la recherche? La capacité à bâtir de la connaissance, sans rien prendre pour définitivement acquis, et l'acceptation qu'au-delà du savoir, il y a quand même toujours quelque chose qui résiste. Et c'est ce que l'on appelle, faute de mieux, le réel. Donc ce mélange complexe de robustesse et de fragilité, tout pousse actuellement à le voir comme une faiblesse, un point d'attaque, alors qu'en fait, nous pourrions le considérer plutôt comme une force, l'assumer, l'exposer, l'expliciter, mieux le revendiquer. Et ce que j'aimerais proposer, c'est que la médiation scientifique est une forme de résistance par sa capacité à opposer ce que j'appellerais des récits de connaissance à ces contre-vérités ou à ces post-vérités qui prolifèrent actuellement. Alors par contre, ça suppose une vision un petit peu plus complexe de la médiation scientifique, non pas un mode de restitution et de valorisation du savoir, mais une manière de raconter ce qui fait et ce que fait la recherche, et y compris lorsqu'elle explore des zones obscures, qu'elle libère des forces que l'on maîtrise mal, qu'elle heurte des sensibilités, qu'elle dérange des ordres établis et qu'elle gêne des pouvoirs installés. Alors voilà, peut-être que le véritable enjeu de la médiation scientifique aujourd'hui est précisément de montrer que la recherche, au fond, n'est ni neutre ni gentille, qu'elle ne se laisse pas faire ou réduire, simplifier ou banaliser, qu'elle résiste en somme. Et la médiation scientifique est peut-être une des réponses à la question centrale de ce colloque. Devons-nous, pouvons-nous, sommes-nous déjà entrés en résistance? Merci Olivier pour ce billet. Michael, cette place du politique dans la recherche et dans la médiation, vous l'observez, vous l'analysez au quotidien. Et ce qui est très intéressant dans votre travail, c'est qu'on se rend compte qu'elle est d'une certaine manière à double tranchant. Et même qu'il s'agit d'un objet politique dont tous les camps s'emparent. Par exemple, les réactionnaires états-uniens sur l'avortement. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet exemple-là? Parce que je trouve qu'il est assez frappant dans le rôle politique de la médiation. Oui, en général, je m'intéresse à l'utilisation qui est faite de la science entre guillemets, puisque ça dépend de qui s'en empare, mais en tout cas, l'étiquette, le pouvoir
culturel. Donc moi, je suis sociologue de la culture à la base. Donc en fait, ce que j'appelle le capital d'expertise. Donc une espèce de pouvoir qui est recherché par tout bord politique, puisque, mine de rien, malgré tout, même dans un contexte d'attaque contre la science, tout le monde voudrait pouvoir se targuer d'être soutenu par la science. La science nous dit que je devrais faire telle ou telle chose. Et j'observe plusieurs débats des deux bords de l'Atlantique. Un des débats que j'étudie, c'est les débats autour de l'avortement, le camp pour et contre. Puis aux États-Unis, contrairement à la France où il y a une loi d'entrave, enfin qui empêche l'entrave à l'IVG, donc en fait, on ne peut pas faire ce type d'activité en France. Aux États-Unis, comme vous le savez très certainement, l'accès à l'avortement maintenant les États ont la possibilité de nouveau de l'interdire. Eh bien, je me pose la question des arguments qui sont déployés dans l'espace institutionnels, notamment les tribunaux, qui ont été le lieu, disons, le plus important aux États-Unis pour les débats autour de l'avortement, comme bien sûr autour du mariage pour les couples de même sexe. Or, dans un tribunal, y compris jusqu'à la Cour suprême, il faut pouvoir utiliser un savoir qui peut être considéré comme une preuve. Il y a des règles juridiques qui obligent les parties à montrer qu'ils ont des preuves. Et donc, sur quoi se base le camp anti-avortement pour prouver telle ou telle chose dans le cadre d'un débat juridique, etc. Et j'observe, enfin moi j'ai étudié des conservateurs dans les débats autour du mariage, j'ai appris que les conservateurs répondent très rarement à des sollicitations de sociologues, puisqu'ils supposent que j'ai un parti pris, ce qui n'est pas faux, mais ils supposent aussi, surtout, ils ne veulent pas être analysés. Ils ne voudraient pas dévoiler leur façon de faire. Donc, qu'est-ce que je fais? Puisqu'ils ne répondent pas à mes interrogations, je vais aller en observation participante au congrès annuel des médecins opposés à l'avortement. C'est un grand congrès qui a lieu, qui regroupe des gynécologues ainsi que d'autres métiers de santé, où ils s'organisent pour produire un savoir en apparence scientifique qui pourra être utilisé immédiatement dans le débat politique. Je vous donne un exemple. Donc moi, je participe à ça. Ils organisent chaque année un atelier de production d'articles scientifiques ou comment participer au processus de relecture par les pairs. Donc, ils disent, si vous travaillez, vous êtes gynécologue, vous publiez, on vous a identifié, surtout si vous dites, je fais de la travail de santé féminine, donc ça passe un peu partout, on se doute que vous travaillez d'une perspective anti-avortement. Une revue va vous solliciter pour faire une relecture par les pairs, acceptez toujours cette sollicitation et ensuite vous demandez à l'auteur de diminuer ses conclusions, d'obliger l'auteur à ne pas dire la santé compréhensive, comprehensive health, qui inclut l'avortement comme étant une forme de santé. Vous dites non, l'avortement, enfin, vous obligez en gros en tant qu'évaluateur à utiliser un certain langage. Donc ça, c'est une influence directe dans la production du savoir. Mais bien entendu, ils produisent également un savoir dans ce congrès qui va être utilisé et qu'on retrouve dans les avis de la Cour suprême lors des arrêts sur la définition médicale de la vie qui commencerait, selon eux, à la fécondation, ou que le fœtus remplit parfaitement la définition d'un organisme, alors que la loi interdit ils essayent en fait de faire en sorte que l'avortement soit considéré comme un meurtre, puisqu'on considère que le fœtus est un être vivant, etc. Bref, je m'intéresse à la façon dont ces mouvements anti-avortement produisent un savoir en apparence scientifique, de manière à avoir une crédibilité, une légitimité et une écoute auprès d'un public, soit de juges à la Cour suprême, mais soit de journalistes ou de public plus large, qui se dit, en fait, si la science nous dit que en fait, l'avortement, c'est pas bien, on va peut-être devoir écouter les scientifiques. Oui, là, ça pose clairement la question de quelle science on parle. Mais vous avez dit juste avant, tout le monde essaye de s'appuyer sur une science. Moi, aujourd'hui, j'écoute le débat, que ça soit politique en France ou aux États-Unis. On a entendu des politiques très haut placés en France dire que tous les universitaires étaient des gauchistes et des wokistes, et donc se détacher complètement du débat scientifique. Et aux États-Unis, je ne suis pas sûr que Donald Trump, notamment sur les questions climatiques, qui est un autre sujet qui vous intéresse, s'affirme
peu importe quel type de science. J'ai l'impression qu'il en a plutôt rien à faire, si je peux me permettre. Oui et non. Oui, on observe des attaques contre la science en France, on observe des attaques contre la science aux États-Unis et dans bien d'autres pays. Alors, les attaques contre la science visent l'autonomie des scientifiques et la capacité des scientifiques à produire un savoir qui ne dépend pas du pouvoir politique. Et donc, ils ne détestent pas la science, ils détestent l'autonomie des scientifiques et voudraient avoir justement la production d'un savoir qui a lieu, qui a l'air plutôt d'être un savoir scientifique. Ça remplirait pas forcément la définition que nous donnons de ce que c'est que la science, mais ils voudraient quand même garder la légitimité que procure l'utilisation de l'étiquette science pour pouvoir quand même asseoir leur légitimité. Donc, ils vont attaquer la science tout en s'emparant la science, entre guillemets, pour pouvoir l'utiliser à des fins, à des stratégies politiques. Je ne sais pas si... Oui, et moi, ça m'interroge aussi sur un des ressorts de la légitimation des scientifiques, qui sont les médias. Avec, voilà, quand on est journaliste, il y a ce fantasme de la neutralité, de faire du débat neutre en mettant deux scientifiques l'un face à l'autre avec des positions contraires, mais des fois, des positions contraires qui ne sont pas tenables scientifiquement. Et pour autant, les médias vont légitimer, consciencieusement ou non, différentes positions scientifiques ou non. Comment est-ce que ça vous l'analysez, cette légitimation des différents types de sciences ? Oui, déjà, il y a peut-être deux parties de cette question-là. Une partie, c'est le rôle des médias et comment les médias imposent une lecture, et c'est aussi la même lecture qu'imposent souvent les décideurs, parce que sur le volet changement climatique, je m'intéresse à l'interaction entre les décideurs et des experts scientifiques. Donc, j'ai fait des entretiens avec les experts du GIEC. Je fais des focus group avec des experts scientifiques travaillant sur le changement climatique pour leur demander en huis clos. Donc, il n'y a pas de décideurs, ce n'est pas de la science citoyenne, c'est des experts scientifiques travaillant sur le changement climatique pour leur demander, en fait, est-ce que vous aimez interagir avec les décideurs? Est-ce que vous aimez être sollicité par le conseil régional pour savoir si on devrait construire cette route ou pas? Est-ce que vous considérez que c'est de votre ressort de faire ça? Est-ce que c'est votre rôle en tant que scientifique de donner un conseil, entre guillemets, politique? Et ce qu'ils me disent, c'est que ce soit les journalistes, donc le rôle des médias, ou alors les décideurs qui en réalité s'appuie beaucoup sur les médias. Donc, j'ouvre une petite parenthèse. J'ai étudié dans mon premier livre ma thèse sur pourquoi, par exemple, en France, on va auditionner des philosophes et des psychanalystes pour savoir si on devrait permettre aux couples de même sexe de pouvoir se marier et adopter des enfants, alors qu'aux États-Unis, on va s'appuyer sur l'avis des économistes, donc des gens complètement absents du débat français. En réalité, c'est parce que les assistants parlementaires veulent solliciter des gens ultra connus, des philosophes, les Badinter, une Badinter en particulier, mais pas que, ou des psychanalystes qui sont célèbres. Et pourquoi ils sont célèbres? Puisqu'ils publient des billets dans Le Monde. Et Le Monde est lu par les assistants parlementaires. En gros, on alimente les auditions par le biais des médias. Donc, en fait, sans le savoir, les journalistes, en sollicitant les citations ou en sollicitant des billets ou des opinions de scientifiques, créent eux-mêmes la composition des auditions à l'Assemblée nationale et au Sénat, puisque, en gros, c'est la réputation qui est faite par les journalistes. Donc, je ferme cette parenthèse-là. Une autre problématique, à la fois du côté des décideurs, mais aussi des médias, c'est la lecture noir et blanc, manichéen. Il y a un pour et un contre. Les journalistes voudraient avoir quelqu'un qui dit oui et quelqu'un qui dit non. Alors, comme vous le savez, les questions scientifiques sont multiples. Il n'y a pas forcément un bord, il y en a plusieurs. C'est fait de subtilité, de contradiction. Et ça passe très mal, ça s'entend très mal dans les journaux ou dans un plateau télé qui est structuré dans un format binaire. Et chez les décideurs, c'est très pénible puisque les décideurs voudraient savoir si oui ou non on devrait faire quelque chose. Le peut-être, je ne sais pas, on n'est pas complètement certain, ça ne marche pas. Et c'est encore pire dans les tribunaux puisque dans les tribunaux, si on vous pose une question et vous dites est-ce que X ou Y va se passer, vous êtes obligé de dire oui ou non. Si vous dites on n'est pas tout à fait sûr, le consensus scientifique montre qu'il y a peut-être, non, ça passe pas puisque les avocats, en tout cas dans les tribunaux aux États-Unis, qui sont structurés sur un modèle de débat adversarial, vont vous dire, en fait, vous savez pas du tout de quoi vous parlez, les scientifiques sont absolument pas d'accord et donc on n'en sait rien.
Donc voilà, le tabac n'est pas source de cancer, on ne devrait pas le faire. On ne sait rien sur les émissions de gaz à effet de serre puisque vous n'êtes pas d'accord entre vous. Voilà, donc la structure du débat et donc de l'institution qui structure ce débat, que ce soit les médias ou les institutions décisionnaires, vont imposer une lecture sur les scientifiques que les scientifiques refusent. Voilà, ça crée des problèmes de traduction entre le monde scientifique et le monde en dehors de la science. Sur cette dimension manichéenne du débat et également sur la méconnaissance assez largement partagée des mécanismes de production scientifique, je vais vous proposer d'écouter un extrait d'une interview de J.D. Vance, vice-président des États-Unis, et puis on commentera juste après. And anyway, sometimes there's this attack where people say, well, you know, this or that conclusion is not supported by the science, or this or that conclusion is a conspiracy theory. And science, as practiced in its best form, is that if you disagree with it, then you ought to criticize it, and you ought to argue it against it, but you can't shut down the debate. And that really is, if you look at all of the big public health debates that we've had in this country over the last 20 or 30 years, it doesn't bother me that they disagreed with something that I believed or disagreed with something you believed or any of you. It's that they tried to silence the people who were saying things that were outside the Overton window. And as we found out the hard way over the last few years, it was very often the people who were outside the Overton window who were actually right and all the experts were wrong. I had a conversation with Marty McCary the other day, and he reminded me that over the Royal Society, the building, the portal for the Royal Society in London, which is the oldest scientific society in the world and the most prestigious. Of course. It says question everything. Yes. Alors, on vient de l'entendre, J.D. Vance explique que l'essence de la science, c'est de critiquer toutes les conventions, qu'il faut absolument tout remettre en question, et que la vérité se trouve toujours hors du cadre. Alors, autant vous dire que la méthode scientifique, ça semble être le cadet de ses soucis. Michael Stambolis, qu'est-ce que ça exprime selon vous ? Pour moi, c'est typique de la parole réactionnaire par rapport à la science. Il est en dialogue avec RFK Jr., donc celui qui chapeaute the Health and Human Services Department aux États-Unis, qui est connu justement pour avoir vraiment aidé à faire proliférer le discours comme quoi les vaccins sont la cause de l'autisme, et donc de créer une résistance contre les vaccins vraiment très important, et pas qu'aux États-Unis, et avec des effets désastreux. Mais il se dit, moi, les scientifiques ne m'écoutent pas, ne nous écoutent pas, puisqu'ils ont tort, ils ont peur de la vérité. Donc il y a un discours autour de la vérité, et qu'en fait la vérité se situe à l'endroit où on vous dit que vous avez, les scientifiques, les experts scientifiques en particulier, on vous dit que vous avez tort, ça prouve qu'on a raison. Donc, c'est tout un discours sur l'accès à un savoir occulte, etc. Et ça rejoint tout à fait ce qu'on avait entendu tout à l'heure sur, par exemple, la comparaison de QI dans les différents pays. Puisqu'entre autres, ceux qui disent ces choses-là sont du même camp. Et c'est du débat pour le débat. Et être extrême et être en dehors du consensus est pour eux une preuve d'avoir raison. Donc, ce n'est pas du tout un raisonnement scientifique, mais... quelque part, ils sont fiers et ils cherchent le conflit, et notamment le conflit avec les experts scientifiques. Oui, donc on le voit un petit peu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a quand même des gens qui s'écartent volontairement d'un discours pro-science. Est-ce que je veux juste rajouter ? Ouais. Il est important, parce qu'en nous écoutant, on pourrait croire que les scientifiques sont un camp uni. Ce n'est pas le cas. Les scientifiques ne sont pas toujours d'accord entre eux. Il y a bien entendu, puisque je les ai interviewés, des gens avec des doctorats, notamment des physiciens, qui sont tout à fait prêts à prêter leur nom sur des thèses climato-sceptiques, par exemple. Donc, il y a absolument des alliés dans la communauté scientifique. On pourrait peut-être plutôt parler, en sociologie des savoirs, on parle de communauté épistémique, c'est-à-dire de gens qui partagent la même perspective. Voilà, donc il y a tout à fait des alliés, y compris chez les scientifiques, qui sont tout à fait d'accord pour ne pas respecter les règles de la science, pour donner raison à ce type de discours. Et je crois qu'il est important de ne pas l'oublier. On le voit également dans cette période de tension politique extrêmement forte aux États-Unis, mais ça se joue également en Europe, sûrement un peu différemment, mais il ne faut quand même pas se voiler la face là-dessus. Médier et médiatiser ses recherches, ses résultats, c'est aussi s'exposer. C'est s'exposer à l'instrumentalisation politique, mais c'est également s'exposer à la stigmatisation.
Comment est-ce que ça, vous l'avez observé ? Moi, je l'observe dans les entretiens et dans les focus group, s'exposer soit puisqu'on va aller justement répondre positivement à une sollicitation de rédiger un rapport qui sera utilisé dans la prise d'une décision publique, ou alors d'aller être auditionné, ou alors de répondre aux sollicitations des journalistes. Il y a plusieurs critiques. Une critique vient de la part des pairs, les pairs scientifiques qui vont vous dire « mais ce n'est pas votre boulot de faire ça, déjà, donc concentrez-vous sur vos publications ». Donc il y a une peur d'une perte de reconnaissance par les pairs, puisque on peut se passer pour le médecin de Marseille qui ne fait plus vraiment de la bonne science, mais qui passe son temps à la radio. Donc, c'est une critique. Une autre critique, c'est justement le pouvoir spécifique des experts scientifiques repose sur une impression de distance entre le monde scientifique et le monde politique, notamment une distance qui permettrait de ne pas être intéressé, d'être neutre, d'être subjectif. Alors moi, je suis un grand critique de la neutralité axiologique qui n'existe pas. En revanche, le pouvoir scientifique repose néanmoins sur une impression publique de cette distance. Or, quand on fait de la médiation, que ce soit auprès des décideurs ou auprès des médias, on court le risque d'être attaqué pour manque de neutralité, manque d'objectivité. Et en termes de stigmatisation, le stigmate n'atteint pas que la personne, mais atteint les autres. C'est pour ça que dans les familles, quand votre fils fait son coming out d'homosexualité, les parents ils vont peut-être avoir peur puisqu'ils vont être stigmatisés eux-mêmes par effet secondaire. Donc en fait, si vous avez un collègue dans votre laboratoire qui fait beaucoup de médiation scientifique, peut-être que ces collègues vont avoir peur d'être stigmatisés par cette médiatisation. Voilà, donc il y a vraiment les mécanismes classiques de la stigmatisation s'appliquent aussi en ce qui concerne la médiation scientifique. Aussi, puisqu'il faut dire qu'il y a des scientifiques qui abusent de la médiation scientifique, puisque justement, ils vont aller utiliser leur statut de scientifique pour tenir les paroles qui ne relèvent pas de leurs compétences scientifiques, qui ne sont pas de leur domaine, qui vont dire « je suis chercheur, chercheuse au CNRS, donc c'est pour ça qu'il faut que vous m'écoutiez », mais qui va ensuite tenir des propos absolument insupportables. Une dernière question, justement là-dessus, le CNRS a une capacité de contrôle de scientifiques qui viendraient médiatiser une science qui n'est pas la leur et... Alors, le CNRS a pris des positions éthiques. Les universités commencent à le faire de plus en plus et dit que vous avez, l'avantage de notre métier, encore en France, c'est d'avoir une liberté académique qui garantit notre liberté de parole, qui est un élément essentiel à la production du savoir. Mais cette liberté est accompagnée aussi d'une certaine forme de responsabilité. C'est-à-dire que, alors oui, on peut passer en commission disciplinaire éventuellement, mais c'est très... disons que c'est à double tranchant. C'est-à-dire que si on voir arriver un régime autoritaire, il pourrait utiliser ce type de mécanisme pour empêcher la liberté académique. Il faut éviter ça à tout prix. Mais il faut aussi que les pairs travaillent ensemble pour empêcher les scientifiques de s'exprimer en tant que scientifiques et non pas en tant que citoyens, puisque nous sommes quand même citoyens et citoyennes malgré tout et nous avons parfaitement le droit de nous exprimer à ce propos-là. C'est dès lors qu'on utilise notre statut de scientifique pour utiliser ce régime de légitimité qui pose problème. Olivier, Michael, merci à tous les deux. Vous pouvez retrouver Michael Stambolis avec son dernier ouvrage By the Power Vested in Me, Experts Debate Same-Sex Marriage, publié en 2025 aux presses universitaires de Columbia. Et Olivier Gilles, vous avez de votre côté publié avec le collectif Balkabas Les Balkans en transformation, 4 variations, pancartes, passeport, argent, maison, aux éditions Cartala en 2025 également. Merci à tous les deux. Science en résistance, le rôle de la médiation scientifique. Alors, pour ce dernier temps de discussion, j'ai à présent le plaisir d'accueillir Isabelle Bonardi, directrice culture, sciences et société de l'Université de Lyon. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Et Marie-Jeanne Zenetti, professeure de littérature française à l'Université Lyon 2. Bonjour. Bonjour. Alors Marie-Jeanne, Michael vient de nous parler des raisons pour lesquelles certains chercheurs peuvent être craintifs à l'idée d'exposer leurs résultats sur la place publique. Et vous souhaitiez revenir sur ce sujet dans un billet. Oui, effectivement, parce que cette question de l'articulation entre médiation scientifique et résistance, elle se pose aussi de façon très quotidienne
pour les chercheurs et les chercheuses dans les laboratoires, dans nos discussions entre collègues. Et la médiation scientifique, elle peut parfois susciter une méfiance, voire une véritable résistance de la part d'acteurs du monde académique eux-mêmes. On voit aujourd'hui beaucoup de chercheurs, beaucoup de chercheuses qui observent avec inquiétude la manière dont des travaux complexes peuvent être simplifiés à outrance, détournés, transformés parfois en arguments d'autorité dans les débats médiatiques et sur les réseaux sociaux. La médiation scientifique, elle apparaît alors moins comme un espace de dialogue que comme une arène d'exposition permanente où la nuance disparaît au profit du clash, de l'opinion, de la polarisation, parfois de la récupération aussi. Et donc, plus ces attaques contre la science, elles se multiplient, et aujourd'hui on a parlé de désinformation climatique, de suspicion envers les vaccins, plus généralement de l'instrumentalisation politique des résultats scientifiques. Donc plus ces attaques se multiplient, plus certains scientifiques vont défendre l'idée non seulement de neutralité, mais aussi d'autonomie du champ scientifique, et le principe selon lequel la recherche fondamentale devrait être tenue à distance de la société des débats publics. Comme si, en quelque sorte, la meilleure manière de protéger la science consistait à la retrancher derrière les murs des laboratoires. Une des difficultés, c'est que ce repli entre en collision avec une autre injonction qui est devenue centrale dans la recherche aujourd'hui, celle de faire science avec et pour la société. Les appels à projets exigent désormais presque systématiquement des actions de diffusion et de valorisation. Les chercheurs et les chercheuses doivent non seulement publier, mais aussi raconter, expliquer, convaincre, visibiliser les résultats produits. Et donc, c'est une des questions qu'on peut se poser aujourd'hui. Est-ce qu'on peut demander aux scientifiques d'aller vers le public tout en laissant entendre que cet espace public menace parfois leur légitimité, voire la possibilité même de faire leur travail? Et comment est-ce que la recherche, comment est-ce que l'institution peut essayer de désamorcer les dynamiques d'instrumentalisation du travail scientifique? Marie-Jeanne, merci beaucoup pour ce billet introductif. Isabelle Bonardi, vous travaillez donc en tant que médiatrice au quotidien. Est-ce que cette crainte de l'instrumentalisation, vous la ressentez de la part des scientifiques avec lesquels vous travaillez ? Alors en fait, moi, je ne suis pas chercheuse, ça fait 30 ans que j'accompagne des chercheurs à rencontrer des publics, à faire de la vulgarisation, de la médiation. Et en fait, je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps qu'en fait, les chercheurs ne savaient pas ce qu'était que la médiation scientifique. Donc un petit choc pour moi. Mais en fait, c'est des chercheurs de l'université d'Aix-Marseille en sciences de l'information et de la communication qui ont questionné leurs collègues et en leur demandant est-ce que vous faites de la médiation scientifique? Puis bon, pas beaucoup de résultats. Et quand à l'inverse, ils leur demandent de nommer les actions que vous faites quand vous allez faire une conférence, quand vous répondez à un journaliste, eux, ils disent vulgarisation. Alors c'est bête, mais l'usage des mots, il est très important. Et c'est vrai qu'en fait, vulgarisation, c'est un terme qu'on utilisait il y a peut-être 30 ans, 40 ans. Et en fait, depuis les années 80, tout ce champ-là de la vulgarisation, communication scientifique, ensuite on a vu apparaître un vocabulaire dialogue science-société, aujourd'hui on est sur un vocabulaire science avec et pour la société. Tout ce champ-là, en fait, il a évolué et on n'a pas forcément, nous, professionnels de la médiation, accompagner cette évolution et on ne l'a pas forcément nous-mêmes expliqué aux chercheurs. Alors pourquoi je dis ça? Parce que dans les réticences qu'on pourrait imaginer dans le monde des chercheurs pour s'engager à faire des actions de médiation, mais en fait il y a peut-être juste la méconnaissance de ce que c'est. Méconnaissance de ce que c'est, méconnaissance de comment ils peuvent être accompagnés pour en faire, parce que souvent dans la réticence il peut y avoir de la peur d'aller se confronter à d'autres personnes, peur que son discours soit simplifié, peur de ne pas être outillé pour y arriver, c'est-à-dire effectivement avoir cette conscience que son vocabulaire est peut-être un petit peu trop élevé, qu'il va falloir qu'il trouve des métaphores, des images pour expliquer son travail. Et du coup, c'est vrai que moi, dans mon quotidien, puisque je travaille avec des chercheurs qui, eux, s'engagent, à l'inverse, j'essaie d'identifier que vont être les arguments qui vont faciliter le fait qu'un chercheur s'engage dans une action de médiation.
Et de la même manière, des chercheurs de l'Université de Bourgogne en sciences de l'information et de la communication ont un petit peu étudié auprès d'une population de chercheurs qui s'engagent régulièrement sur des actions comme la Fête de la Science, comme la Nuit européenne des chercheurs, ou des doctorants qui s'engagent sur des rencontres régulières avec des publics. Ces chercheurs de Dijon qui mènent du coup l'expérimentarium, la Nuit européenne des chercheurs, ont mené cette enquête-là pour essayer de voir justement quels étaient les freins, mais de l'autre côté, quels étaient aussi les arguments qui permettaient à des chercheurs de s'impliquer. Et on ne retrouve pas forcément les arguments que vous avez cités de reconnaissance institutionnelle, peut-être avoir plus de temps. Ça faisait partie des freins qu'on avait identifiés, mais pas forcément en fait. Ce n'est pas forcément ces facteurs-là qui permettent d'engager et d'y aller. Un des premiers facteurs, c'est d'avoir testé une première fois l'expérience, d'être allé voir un public différent, de s'être confronté à peut-être avoir réalisé un objet de médiation comme un film, comme une émission de radio, c'est-à-dire d'être passé à l'action. Le passage à l'action, d'avoir testé ça, et puis d'en avoir retrouvé ou récupéré finalement de la satisfaction, puisque la plupart du temps, quand vous faites une action de médiation, elle se passe bien, vous avez des gens curieux en face de vous, qui s'intéressent à ce que vous faites, qui trouvent que c'est génial ce que vous faites. Donc voilà, le fait de l'avoir testé au moins une fois. Le fait aussi, à l'inverse de ce que vous avez dit peut-être, que d'autres personnes de son laboratoire y ont aussi participé. Et là, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire ça fait effet boule de neige. Quand un doctorant ou un chercheur a participé à une action de médiation puis qu'elle s'est très bien passée, il en parle à son labo, il dit tu devrais faire ça, etc. Et pour mesurer aussi le bienfait que ça fait à sa propre recherche, d'être allé parler dans un contexte hors pair. On a l'habitude d'aller dans des colloques, on a l'habitude de parler, vous avez l'habitude de parler entre vous, entre pairs, mais quand on se confronte à des questions naïves du public, tout à coup, on est décentré par rapport à son activité de recherche. Tout à coup, on a des questions qui sont posées auxquelles on n'aurait jamais pensé. L'application de ma recherche, moi, je l'ai pensée pour tel champ. Tout à coup, quelqu'un me dit pourquoi vous ne l'utiliseriez pas dans ce champ-là ? Alors ça, c'est les pépites quand ça arrive comme ça. C'est-à-dire quand vous revenez au labo le lundi puis que vous vous dites « Oula, ce que j'ai vécu ce week-end en action de médiation, ça me fait penser complètement autrement à mon activité de recherche. » Donc ça fait partie de ces critères-là. Donc le fait que d'autres chercheurs y aient contribué. Mais malgré tout, effectivement, on ne va pas tous vous transformer en médiateur professionnel, en super vulgarisateur, en réalisateur de films, etc. Donc, il existe depuis les années 80 aussi des métiers qui sont rentrés dans les métiers de l'université, des grandes écoles, dans la fonction publique, qui sont ces métiers de la communication et de la médiation. Et du coup, c'est vrai qu'au quotidien, notre travail, c'est vraiment d'accompagner les chercheurs, de former les doctorants, on forme beaucoup de doctorants, à cette rencontre avec les publics. Et on avait aussi cette discussion de savoir entre vulgarisation scientifique et médiation, quelle était la différence. Effectivement, on parle de médiation, on parle de vulgarisation depuis le début de cette heure-là. Vous parliez un petit peu d'une évolution en fait, du champ, peut-être un contexte historique entre les deux termes. Est-ce que vous pouvez définir un petit peu plus précisément la différence entre ces deux concepts ? Alors, on l'a déjà abordé, c'est vrai que dans vulgarisation, alors il y a plusieurs mots chapeaux, vulgarisation, diffusion des connaissances, des fois pédagogie, transférer une connaissance qu'on a à quelqu'un qui ne l'a pas. Donc ça, c'était une vision assez descendante qui avait lieu d'être à une certaine époque. Et pourquoi le vocabulaire a changé ? Pourquoi on a parlé à un moment donné de culture scientifique et technique, puis de dialogue sciences et société, et aujourd'hui science avec et pour la société, et non plus science et société. Tout ça traduit aussi une volonté que ce ne soit pas qu'à simple sens, cette relation, et qu'on rentre vraiment dans un dialogue et un échange. C'est-à-dire que nous, on incite nos chercheurs, quand ils participent à nos actions, non pas seulement à parler, des fois on les incite à se taire. Et on leur dit, vous allez parler de votre sujet de recherche, vous allez dire par exemple, tiens, sur ce sujet de recherche, moi je me pose encore cette question-là, et puis taisez-vous. Et laissez le public en face parler de votre sujet en votre présence, et de partir dans des pistes. Tiens, et pourquoi il ne ferait pas ça ? Et tiens, et ma grand-mère en a parlé, et ma boulangère, peut-être ça l'intéresserait d'eux, je ne sais quoi. Et en fait, de déjà s'autoriser à ne pas être le seul sachant, qu'il y a aussi des savoirs profanes qui pourraient, pourquoi pas, être bénéfiques à sa propre recherche. Alors peut-être pas en physique des matériaux, en astronomie,
Mais dans beaucoup de domaines scientifiques actuels, l'expérience citoyenne peut venir enrichir la connaissance. Et puis aussi sur ce que ça peut faire pour soi, dans cette réciprocité. Et aussi, pour rejoindre un petit peu les interventions qui ont eu lieu juste avant, il y a 20 ans, nous, on faisait la fête de la science, comme chaque année depuis plus de 20 ans. Et il y a 20 ans, le mouvement Sauvons la recherche. Et les chercheurs à qui on disait « Venez participer à la fête de la science », ils nous disaient « Mais vous êtes complètement hors sol, nous, on en est à se dire « Sauvons la recherche ». Je disais « Ben oui, mais justement, venez dans des événements grand public, parlez aux citoyens de pourquoi c'est important de sauver la recherche. C'est quoi la recherche? C'est quoi la méthode scientifique? Pourquoi c'est important, vous, citoyens, de la soutenir? Pourquoi c'est important de se rendre compte que cette méthode scientifique, elle est différente de ce que vous pouvez avoir dans les fake news, dans les médias, etc. De favoriser l'éducation aux médias et à l'information. Donc, toutes ces interventions pour dire qu'il faut que le chercheur soit dans la société, il faut que le chercheur communique, il faut que le chercheur soit dans les médias, parce que si vous n'y êtes pas, d'autres y sont. Et ils diront des bêtises non sourcées, non vérifiées, non validées, qui sont les fondements de la recherche. Et vous ne pouvez pas ne plus en être, vous ne pouvez pas être absent de ce champ médiatique ou de cette relation avec la société. Et voilà, alors ça ne résout rien, mais en tout cas, moi, je vous y incite à être présent dans ces discussions-là. Et puis, nous, les professionnels de la médiation, on est là pour vous aider à accomplir toutes ces missions-là et vous doter d'outils, vous former, vous accompagner pour que cette relation-là existe et soit prolifique. À vous entendre, on a l'impression que l'institution universitaire dans son ensemble a pris la mesure de l'importance de la médiation. Pour autant, on entendait ce que disait Marie-Jeanne Zenetti juste avant, les actions de médiation ne sont toujours pas valorisées, par exemple, dans les carrières universitaires. Comment est-ce que vous expliquez cette sorte d'injonction contradictoire ? Alors, c'est vrai que je dirais même que c'est assez récent, la prise de conscience, parce que, par exemple, sur le site de l'Université de Lyon, on a, en 1 an, 2 ans, 3 ans, là, 4 VP Sciences et Sociétés qui ont été créés dans les 4 principales universités. Donc ça, c'est tout récent. Donc, ça veut dire qu'on inscrit dans les gouvernances des établissements, de nos tutelles, effectivement, cette dimension importante du dialogue sciences et sociétés. Pour autant, ce n'est toujours pas forcément valorisé dans la carrière d'un chercheur, quoique ça peut apparaître à dossier équivalent comme des éléments, des arguments pour pousser la carrière de l'un ou de l'autre. C'est pas simple, en fait, et on l'a vu un petit peu dans les discussions qu'on a eues juste avant. Pour moi, ça questionne beaucoup cette notion d'engagement dont on a parlé aussi, la position parfois délicate de l'institution à laisser ou pas ces chercheurs s'exprimer en leur nom citoyen, dans leur qualité d'experts. En même temps, la société actuelle aujourd'hui demande, et nous on le voit beaucoup à travers les événements de culture scientifique qu'on organise, demande à ce que le chercheur sorte de ce rôle-là juste de « je suis un expert, j'apporte de la connaissance et hop, j'arrête mon rôle ». Les chercheurs du GIEC qui s'impliquent ont une démarche qu'on qualifie de militante, qui peut être mal vue aussi par les institutions. Mais en même temps, la société, elle change. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi, à un moment donné, à changer aussi le rôle du chercheur dans la société? Parce que, quelque part, on n'a plus le choix. Et l'institution, elle est un peu dans cette difficulté à devoir garder un petit peu son mode de faire, la manière dont elle gère les agents de la fonction publique, et puis cette réalité-là qui se confronte à parfois de la grogne auprès des citoyens, mais aussi des urgences pour les chercheurs à préserver leur liberté académique, à ne pas être virés du jour au lendemain aux États-Unis parce qu'un mot-clé de leur thématique de recherche est dans la liste rouge. Enfin, voilà, c'est assez violent ce qu'on vit en ce moment dans le monde de la recherche, je trouve. Et face à cette violence, face à ces enjeux-là, est-ce qu'il n'y a pas nécessité à ce que le rôle du chercheur bascule un petit peu et soit peut-être de plus en plus engagé? Et vous citiez le rapport, un guide en tout cas du CNRS, l'institution qui a produit ce guide de l'engagement du chercheur à parler
dans la sphère médiatique. L'institution, du coup, s'en empare quand même, mais en essayant de fournir un cadre et de gérer au mieux cette particularité, je pense, qui est due à la situation actuelle aussi. Isabelle Bonardi, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directrice culture, sciences et société de l'Université de Lyon. Est-ce que vous avez une actualité à partager de la part de l'université ? Alors oui, vous pouvez aller sur le site Pop Science, qui est le site qu'on gère et toutes les actions qu'on met en place. Et pour nous, ça reste important de rendre accessibles les savoirs scientifiques au plus grand nombre, de participer à cette éducation aux médias et à l'information auprès des citoyens, à travers la fête de la science qui arrive comme tous les ans en octobre, mais à travers aussi plein d'autres événements que vous pouvez retrouver sur le site Pop Science, du coup. Merci. Merci Marie-Jeanne Zanetti également, merci beaucoup. Une actualité peut-être à nous partager ? Oui, moi je voudrais juste insister sur le fait qu'il y a quand même une continuité très forte entre les réflexions liées à la médiation scientifique et une partie importante de notre travail quotidien, qui est le travail pédagogique. Et donc, si vous voulez traverser la rue et aller voir à l'Université Lyon 2 et l'Université Lyon 3, on a monté avec des collègues de ces deux universités, des étudiants de la licence au master, une exposition sur Annie Ernaux, dont des citations imprimées grâce au musée de l'imprimerie et de la création graphique, qui figurent donc sur les murs de l'université, qui ont donné lieu aux travaux d'étudiants. Et c'est aussi une manière de faire le lien entre ce qui se passe dans les cours et ce qui se passe dans la recherche aujourd'hui. Donc rendez-vous sur le campus des Quais pour voir cette exposition. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis. Merci à l'Institut universitaire de France pour son accueil et aussi participants de ce plateau, Olivier Givre, Olivier Ferré, Marie-Jeanne Zanetti, Agnès Shepanska, Michael Stambolis et Isabelle Bonardi. Merci beaucoup pour votre participation. Vous pourrez retrouver ces échanges en podcast sur le site radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Bonne soirée à toutes et à tous. Science en résistance. Le rôle de la médiation scientifique. Une émission radio-anthropocène pour l'Institut universitaire de France.